Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, que vous avez un petit peu profité du soleil, qui fait beau, qui fait chaud, que l'été est enfin là. Et si vous allez célébrer Lugnasad, il me semble que c'est le week-end qui arrive, voilà, et ben je vous souhaite déjà de très belles célébrations. Soit. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast invité, on est avec la fabuleuse Twig. Vous allez voir, le podcast est un petit peu long, mais c'est 2 heures de pur plaisir et de pur bonheur. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Manon, je propose des podcasts ésotériques, hellénistes et sur la spiritualité. Et de temps en temps, je vous propose des podcasts invités où on rencontre de fabuleuses personnes qui nous partagent un petit peu leur parcours dans l'ésotérisme, dans leurs croyances spécifiques. Voilà, pour le coup, on va parler de magie égyptienne, on va parler de magie des plantes, on va parler plein de choses, de dévotion auprès de Seth et de Thoth. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse en compagnie de ma présence et de Twig sur le podcast qui va suivre. Bisous et bonne écoute. Hello, Coucou, ça va? ça va et toi? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas par hasard? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Twig. Je vais sur mes 25 ans. Je pratique la sorcellerie depuis ça va faire 8 ans, si je dis pas de bêtises et je partage ça sur les réseaux depuis 4 ou 5 ans à peu près. Donc, je suis créatrice de contenu à la base sur YouTube, puis je suis passée sur Patreon. Je fais aussi du contenu sur Instagram et sur TikTok, mais voilà, c'est plus, pour m'amuser, et cetera. Voilà. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. J'ai vu que du coup, comme tu le disais, tu étais passée sur Patreon. Est-ce que, ça t'a aidé dans ta pratique et dans ton développement spirituel de plus un petit peu restreindre, le fait, de partager ta pratique? Alors du côté spirituel, je suis pas sûre. En tout cas, du côté personnel, c'est sûr que, ben, déjà, ça m'a aidée à moi valoriser mon travail parce Mmh. que la création de contenu, ça prend, énormément de temps et d'énergie. Donc ça m'a aidée déjà à me voilà, à replacer mon travail, correctement, dans ce qu'il était, donc c'est-à-dire, ben, quelque chose, qui mérite, «salaire», hein, entre guillemets. Puis ça m'a aidée aussi dans le sens où je sais que voilà, les personnes, à qui je vais m'adresser sont des personnes qui sont intéressées. Ce sont des personnes, qui partagent des valeurs communes, donc il y a pas, toute cette peur de, bah, qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que c'est pas ouvert à tout le monde, donc tout le monde ne peut pas le voir. Donc j'ai pas cette peur de me dire, que je vais me faire insulter, que, la communauté ésotérique va créer un gros drama parce que j'ai dit, quelque chose qu'il fallait pas parce que, bah, voilà, hein, ça va très vite, dans dans cette commu, les gens adorent se tirer dans les pattes et bah, ça m'a permis aussi quand même de remettre le contenu gratuit, là où moi j'avais envie de le mettre, donc c'est-à-dire dans quelque chose qui, moi, me fait plaisir, que j'ai envie de partager et pas, dans quelque chose qui nécessite, 150 000 d'heures de recherche, d'écriture et de conception, hyper complexes pour, au final, bah, pas, énormément de retours ou, pas autant que ce que j'aurais aimé. Je vois. Est-ce que tu peux un petit peu nous partager, qu'est-ce que c'est que ta pratique? Sur quoi c'est basé? Si tu as des pratiques, préférées, des pratiques que tu pratiques pas forcément? Et comme ça, après, on peut revenir sur la communauté ESO si ça te va. Oui, bien sûr, il y a pas de souci. Donc moi, je pratique vraiment tout ce qui est sorcellerie, sorcellerie de campagne, donc quelque chose qui est, très du territoire, très axé sur, ce que j'ai à proximité, sur, la réalisation de sorts et de rituels, je vais pas dire simples, mais en tout cas, accessibles. Avec des disons que les buts sont pas forcément des grands buts, hyper, cérémoniels, et cetera. C'est plus, quelque chose d'assez personnel, même si, il y a aussi une dimension plus cérémonielle et cetera que j'aimerais apporter à ma pratique. On reste quand même sur quelque chose qui s'accorde à mon quotidien et voilà, au plus simple c'est et au plus efficace c'est, au mieux c'est. Donc on retrouve là-dedans, tout ce qui va être l'étude de l'esprit des plantes, beaucoup aussi, de travail dévotionnel,
tout ce qui va être, voilà, dans l'étude de mon territoire et des énergies qui y sont liées. Après, il y a un petit peu, voilà, tout ce qui va être divination, ça j'aime bien aussi, même si je le mets pas forcément dans le pot sorcellerie. Et donc, en termes de divination, je travaille avec, la divinité Set et aussi par extension avec Thoth. Voilà, globalement, c'est un peu ça. Est-ce que tu peux un petit peu tu nous as déjà expliqué ce que c'était que la sorcellerie de campagne. Moi, ce que j'ai entendu de la sorcellerie de campagne, c'était quand même je vais pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la sorcellerie des campagnes, mais je trouve que quand on débute dans la sorcellerie, on passe quasi inévitablement par, la case, sorcellerie, de campagne. Est-ce que tu penses que c'est une sorte de sorcellerie qui est plus, traditionnelle, on va dire? Parce que j'ai entendu parler de la sorcellerie de campagne, tu sais, c'était, travailler style, avec, des animaux, travailler, avec ce qu'on a autour de soi. C'est plus, je trouve, de la sorcellerie un petit peu, comment dire? Je veux pas dire de la sorcellerie dure parce que c'est pas, enfin, il y a pas de notion de dur ou de plus facile, mais c'est plus, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Bah, alors ce qu'il y a, c'est que en fait, dans la sorcellerie de campagne, le but, ça va être, vraiment de travailler avec ce que tu as autour de toi. Donc ça passe par, un apprentissage qui est, généralement assez personnel parce que dans les livres, ce genre de choses, tu vas pas forcément retrouver des informations par rapport, aux plantes qu'il y a chez toi, par rapport au territoire, par rapport au folklore et aux mythes. Attends, il y a mes cochons d'Inde qui sont en train de se disputer, c'est génial. Heu, merci les filles. Donc ça passe par, de la recherche à la fois, très, très territoriale et à la fois très, personnelle. Donc c'est une sorcellerie enfin de manière générale, la sorcellerie reste accessible, à tous. Ça veut pas dire qu'elle est faite pour tous. Mmh. Donc l'idée enfin, en fait, la sorcellerie de campagne, c'est pas parce que c'est chez toi, c'est pas parce que c'est sous la main, et que ça se veut simple et efficace que c'est facile. Parce qu'en fait, pour trouver des procédés simples et efficaces, en général, il faut, chercher beaucoup, beaucoup, avant de trouver quelque chose qui vraiment, fonctionne et fonctionne bien. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup d'expérimentation Ouais. et puis beaucoup d'échanges aussi, que ce soit avec des personnes physiques ou avec, des entités de lieux ou de ce qui traîne chez toi. Après, moi je pense que, je suis arrivée à la sorcellerie de campagne assez tard dans ma pratique quand même, dans le sens où, c'est pas forcément quelque chose, comme je disais, qu'on va retrouver de manière générale dans les livres, parce qu'un livre sur toi, ta pratique et ce qu'il y a dans ton territoire, bah, il y en a pas. Faudrait que ce soit toi qui l'écrive en fait. Fait qu'en général, quand on commence, bah, voilà, on se cantonne un peu aux grands trucs, aux grands archétypes, genre les 4 éléments, et aux gros trucs qu'on trouve un peu partout et dans tous les livres, donc ça n'a rien de très, c'est plus universel en général ce qu'on va regarder au début et c'est petit à petit que tu te rends compte qu'en fait, déjà autour de toi, il y a plein de choses, qui sont déjà hyper, tout à fait exploitables et hyper intéressantes. Donc ce que tu entends par sorcellerie de campagne, c'est vraiment le fait de travailler avec ce qu'il y a autour de toi, à ce que je comprends. Moi, j'avais vu, j'avais entendu une introduction à la sorcellerie de campagne parce que j'écoutais un podcast, d'une dame qui pratiquait du coup la sorcellerie de campagne et on parlait, tu vois, de style, mettre des grenouilles sous ton lit ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai une image de la sorcellerie de campagne qui est très, ancienne sorcellerie, des choses qui peuvent être un petit peu, entre gros guillemets, mais un petit peu choquante pour ceux qui débutent et j'ai vraiment ça comme, comme introduction à la sortie de campagne. C'est pour ça que je trouve très intéressant d'avoir ton point de vue. Bah, alors, enfin, oui, il y a de ça, tu vois? Dans le sens où, mais ça, de manière globale, en fait, la sorcellerie, c'est pas censé être, c'est pareil, c'est censé être tout beau, tout rose. Mmh. Donc oui, la sorcellerie de campagne, c'est et la sorcellerie de manière générale, c'est quelque chose qui peut parfois être très cru. D'où le fait que c'est accessible à tout le monde, mais c'est pas fait pour tout le monde. Mmh. Tout à fait. Non, c'est vrai et qu'est-ce que tu penses, on va rentrer dans la question un petit peu dure. Qu'est-ce que tu penses du New Age? Comment est-ce que tu, exprimes, ce courant-là, on va dire? Est-ce que pour toi, c'est des gens enfin, des personnes qui ont peut-être rendu la sorcellerie un petit peu plus accessible, un petit peu tout beau, tout rose ou?
Comment est-ce que tu c'est quoi ton ressenti face à au New Age? Alors, ce qu'il y a avec le New Age, en fait, on a tendance à confondre, pardon, New Age et nouveauté. Mmh. Alors que, bah, tout ce qui est nouveau et toutes les idées nouvelles ne sont pas forcément des idées New Age. Le New Age, en fait, si le problème du New Age, c'est qu'il y a pas vraiment de frontières, c'est qu'on sait pas trop, exactement ce que ça reprend et cetera. Bon, on a les grandes lignes, mais enfin, ça peut être très étendu, fait que Mmh. ça donne lieu quand même à beaucoup de dérives. Et alors le souci en général qu'on a avec le New Age, et quand c'est arrivé, c'est un peu que, bah, toutes les pensées bouddhistes, et hindoues surtout, ont été, du coup, retranscrites dans des trucs beaucoup plus occidentaux, fait que, en fait, si on regarde, ça crée quand même pas mal de syncrétisme. Donc c'est-à-dire que les pensées et l'idée en fait du New Age, et du c'est de la théosophie, enfin de la société théosophique en tout cas, c'est de créer un truc universel, auquel tout le monde peut adhérer. Sauf que, bah, c'est hyper compliqué en fait de faire un truc auquel tout le monde peut adhérer, c'est même, enfin, j'ai envie de dire c'est pas possible. Hem, donc le problème, c'est qu'on va prendre des courants de pensée qui, de base, s'opposent, et on va essayer de les foutre ensemble, et du coup, ouais, ça crée des syncrétismes et ça vient dénaturer les pensées initiales. Donc c'est un peu le problème du New Age. Et puis comme je disais, bah, il le souci, c'est qu'il y a pas de limite. Mais ça, c'est aussi un problème qu'on rencontre, bah, dans plein d'autres religions, dans la spiritualité de manière générale, c'est que, quand il y a pas de limite, ben, on arrive, sur des trucs qui sont parfois très, bancals et voire, carrément sectaires. Donc c'est ça le problème du New Age, c'est que, bah, ça vend des choses qui sont un peu, toutes belles, toutes roses, et puis c'est un mouvement qui reste, je trouve, hyper capitaliste. Dans le sens où, ben, très souvent dans des trucs New Age, ça va être, il faut acheter la retraite spirituelle, il faut, acheter, genre, 7 cristaux pour travailler, sur tous tes chakras, alors que, ben, non en fait, tu dois pas acheter le plus gros cristal, possible, et claquer toute ta fortune dans un cristal de roche parce que, on t'a dit que ça allait réaligner tes chakras. Enfin, faut arrêter à un moment donné. Donc ouais, je suis assez OK. après le New Age fait, inévitablement partie de l'histoire de la spiritualité et de là où c'est arrivé aujourd'hui. Parce que si on n'avait pas eu tous ces mouvements-là, je pense que ce serait potentiellement tombé dans l'oubli aussi. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas forcément le mouvement le plus, bah, déjà le plus concret et plus, le mieux possible. Le problème aussi qu'on a, c'est qu'on utilise l'insulte, New Age pour tout et pour rien, quoi. Donc ça n'aide pas. C'est vrai, mais c'est bien que, tu m'expliques ça parce que, bon, moi, je pense être catégorisée dans la case New Age, mais tu vois, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on voulait déjà d'office catégoriser les nouveaux, on va dire, les nouveaux pratiquants dans la case New Age ou la case pas New Age. Déjà, je comprends pas ce principe de vouloir catégoriser les praticiens, mais bon, ça soit. Mais tu vois, j'avais pas eu de retour, j'étais pas enfin, j'avais pas eu de retour en me disant: «OK, bah, qu'est-ce que c'est que le New Age? Qu'est-ce que c'est que pas le New Age? Et si tu fais pas partie du New Age, tu fais partie de quoi? Tu es où?» Tu vois, je trouve que c'était déjà un petit peu dommage de catégoriser, Mais les gens alors, qui faut quand pratiquent. même, enfin, c'est marrant que tu dises qu'on te catégorise de New Age, parce que le New Age, c'est un truc qui est quand même apparu genre au XXe siècle, tu vois? Mmh. Et bon, ça se perpétue jusqu'au XXIe, mais moi je trouve qu'il y a quand même, une grande différence, déjà en termes de conscience, entre, voilà, des personnes qui vont pratiquer une spiritualité qui est, très engageante, de personnes qui, justement, veulent, tout rendre un peu, dans une même bulle New Age, quoi. Donc comme je disais, Mmh. ce qui est nouveau n'est pas forcément New Age, ça n'a rien à voir. Oui. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que sur les réseaux, non, mais on a tous tendance à un petit peu, tout rassembler, ce que je trouve un petit peu dommage. Et puis tu vois, enfin, j'ai un peu de peine pour ceux qui débutent sur les réseaux sociaux parce que, enfin, j'imagine que tu l'as vécu étant donné que tu partageais ta pratique sur les réseaux. C'est dur de partager ses pratiques et ses croyances sur les réseaux sociaux parce que même si tu dis quelque chose qui, dans le fond, peut paraître, enfin, est sourcé, est vrai, il suffit qu'une personne le capte différemment, tu vois? Tu peux très vite te faire incendier pour un petit truc,
qui n'est pas si grave que ça au final. Mais, Mmh. comment toi tu as vécu le fait de partager ta pratique? Est-ce que ça t'a, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas parce que d'après eux, ça réduit un petit peu le pouvoir du rituel ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça t'a, hem, embêté ou est-ce qu'il y a des petits points négatifs que tu as retenus du fait de partager ta pratique sur les réseaux sociaux, au commun des mortels? Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est, les praticiens, ésotériques et toutes les communautés de manière générale, il y a toujours un côté toxique. Parce que, donc moi je fais partie, enfin «partie» entre gros guillemets, je suis aussi dans la side, go muscu, des trucs comme ça sur les réseaux. Mmh. Mais cette side, ça elle fait peur. Vraiment, je te jure qu'elle est même plus flippante que la side, ésotérique. Genre franchement, à côté, on est mignons. Mais clairement dans toutes les communes, il y a toujours des gens, voilà, qui seront pas d'accord, je pense que même genre, tu sais, si même si tu es dans une communauté, de cuisine, je suis sûre qu'il y a toujours, une Karen qui va venir, t'emmerder et c'est ce qu'on voit beaucoup, par exemple, genre sur les groupes, Facebook. Je sais pas si toi, tu étais sur des groupes Facebook à un moment donné, mais enfin, c'est ça pullule et Mmh. il y a toujours quelqu'un pour ajouter son grain de sel quelque part, que ce soit ésotérique, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la muscu, que ce soit n'importe où, il y a toujours des gens qui vont venir parler sur ce que tu fais et qui vont dire: «Ah bah non, c'est pas comme ça qu'on fait, moi je sais» et cetera. Flemme en fait. Ouais. Alors c'est vrai qu'au début, je me prenais beaucoup la tête de me dire: «Oui, mais s'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec moi» je voulais vraiment avoir une image, j'ai même presque lissé mon image pour essayer de plaire à tout le monde. Sauf que, ben, tu peux pas plaire à tout le monde et donc bah, à ce prix-là, autant être toi-même en fait. C'est ça. Est-ce que, étant donné que tu as été longtemps sur YouTube, tu as fait face à cette bande de haters, sur YouTube? Je sais que allez, sur cette plateforme-là, il y a enfin, le contenu ESO est là, mais j'ai l'impression que ça s'est enfin, je sais pas si ça s'est vite essoufflé, non, mais il y a un truc, je trouve que YouTube, c'est vraiment la plateforme la plus toxique niveau, ESO, mais pas entre praticiens, mais plus les gens qui sont sur YouTube, parce que j'en parlais avec Emma, les gens qui sont sur YouTube, mais c'est les Hunger Games. Franchement, c'est les Hunger Games. Comment tu fais pour, faire face enfin, je sais pas du coup si tu fait face à ce genre de critiques, mais comment tu fais pour faire face aux critiques, sur ta pratique ou même sur toi-même, j'imagine, au niveau des réseaux? J'ai eu assez peu, de en fait, le problème, c'est qu'en général, quand les gens me saoulent, je les bloque. Voilà, comme ça, je parle même pas avec, en fait. J'ai même pas le temps. La seule fois où vraiment j'ai rencontré un «souci» entre guillemets, enfin, j'en ai rencontré quelques-uns, hein, des commentaires négatifs, j'en ai eu, c'est pas ça le truc. Mais bon, c'était beaucoup quand même des, «Jésus t'aime» et des, ou alors des scientifiquement, «C'est n'importe quoi», ou même, Ouais. «Tu es une féministe enragée» aussi, ça j'ai déjà eu. Je me suis dit: «Oh, Ah bah, tant mieux». écoute. Influenceuse en carton, ça c'est quelque chose, que j'ai eu beaucoup aussi. Je me dis: «OK, super», mais malheureusement je gagne pas encore ma vie, donc je pense pas que je puisse me situer au stade d'influenceuse, mais c'est pas grave. Mmh. OK. Là où j'ai eu un peu plus de soucis, c'est quand j'ai décidé, de créer le Patreon et de me dire, «Je veux plus en fait, travailler gratos». Ce que les gens ont pas compris, je pense, c'est que, je voulais pas faire du gatekeeping. C'est pas du tout ça que je fais parce que mon contenu, je trouve que je le propose quand même à un prix qui reste abordable. Ce que je voulais faire, moi, c'était arrêter de bosser gratuitement parce qu'en fait, Mmh. on se rend pas compte, mais une vidéo YouTube ou même genre un unboxing ou n'importe quoi, une vidéo YouTube, c'est minimum une journée complète de travail, sans compter l'écriture. Quand je fais, par exemple, un unboxing, parce que ça m'est arrivé là, ici récemment, une vidéo de 4 minutes sur Instagram, c'est une demi-journée de travail et c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas juste une passion. Je fais pas juste ça sur mon temps libre parce que j'aime bien, parce que si je le faisais sur mon temps libre, bah, tout simplement, je le ferais pas parce que, bah, j'aurais pas le temps de le faire. Hem, c'est ça que les gens ont pas compris et du coup, ouais, j'ai eu les Karen ésotériques qui m'ont dit: «Oui, mais ça doit rester gratuit, nin sinon, c'est pas bien, tu peux pas faire du marketing sur la sorcellerie». J'étais là: «Mais je fais pas du marketing sur la sorcellerie, je fais du marketing sur la création de contenu. Ça n'a rien à voir. Ce que je rémunère, c'est mon temps de travail, pas, mes connaissances». Et ça a été super dur, surtout que enfin, il y en a, ils m'ont sorti des trucs, mais qui n'avaient mais
rien à voir, quoi. Et après, ils sont en mode: «Oh beh, dès qu'on poste un truc qui est contre toi, tu bloques». Bah oui, j'ai la flemme. Bah oui, Ouais. oui, je bloque, je suis encore en droit, de bloquer des personnes qui atteignent à ma personne, qui, me disent des et alors, qui me disent des choses du style: «Ouais, mais tu vends des trucs alors que tu es une débutante». Je suis là: «Je suis pas une débutante, je suis professionnelle». Non, allez stop. Heu, non, mais je me dis: «Mais ils ont pas regardé, en fait». Si c'est pour me dire que, je parle de la même chose que ce qu'on voit dans tous les livres, depuis, depuis, 50 ans, enfin, faut arrêter. Genre, c'est bon, je pense que j'ai dépassé le stade des 8 sabbats et des, couleurs, dans la pratique et d'allumer une bougie, quoi. Ouais. Mais il y a des gens qui ont du mal avec ça. En plus que enfin, je veux dire, comme tu dis, tu rémunères ton temps de travail, pas du tout, le contenu et puis même tu seras en droit de rémunérer, ton contenu. Je veux dire, tu pas appris ça en claquant des doigts, donc c'est quand même du temps, que tu as passé à apprendre et en plus, en général, c'est ces gens-là qui, eux, se permettent de faire du commerce sur l'ésotérisme, en vendant des formations, en vendant des trucs, donc j'avoue que c'est un peu Mais compliqué en au plus, début. ce qui me sidère, c'est que, ben, ils aiment bien de parler et j'ai envie de Mmh. leur dire: «Ben, fais mieux alors. Si toi tu sais mieux, fais mieux». C'est ça, c'est Mais ça. jusqu'à Moi preuve aussi, du contraire, je l'ai pas j'ai vu cette moi le mieux. réflexion. Ouais, ouais. Non, mais c'est dingue parce que les gens qui en plus, c'est dommage parce que les gens qui critiquent, c'est pas les gens qui ont fait mieux que toi, c'est les gens qui ont même pas fait un dixième que toi et qui se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Combien de fois j'ai pas eu ce truc de: «Ah oui, mais c'est trop facile», mais en fait, ma belle, fais, en fait, fais. Genre passe les heures toutes les nuits à tu vois, par exemple, simplement le podcast. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans les podcasts et franchement, c'est génial. C'est vraiment très bien. Mais d'un autre côté, je me dis tous ces gens qui se lancent sur les podcasts, tu sais, pour faire un petit peu des podcasts ESO et cetera. Mmh mh. Moi, je vois le travail derrière, je sais ce que c'est que le travail derrière, organiser des podcasts invités et cetera. Genre, c'est tellement compliqué que je me dis: «Beh, si tout le monde pouvait le faire, tu vois, ce serait tellement plus simple» et puis aussi se prendre des critiques là-dessus en disant, «Oui, tu fais n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi», alors que enfin, je veux dire, tu vois, à la limite, OK, on a tous des connaissances qu'on n'a pas, mais il y a du travail derrière, tu vois? C'est pas comme si et puis je pense que tu as déjà eu la critique enfin des critiques comme ça aussi en me disant que tu racontais des cracks, alors que enfin, je veux dire, il y a quand même des recherches derrière, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais bon. Mmh, totalement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, tes divinités? Donc tu parlais de Thoth et de Seth, mais, est-ce que tu peux, nous parler un petit peu de ces 2 divinités? Il me semble qu'il y a une divinité reliée à la mort, si je me trompe pas, mais, tu vas nous expliquer ça si tu veux bien. Mmh. Alors donc, il y a pas de divinité, liée à la ça non, Ah. mais l'Égypte antique et la mythologie égyptienne tournent énormément, sur le fait de voilà, de préparer sa mort et je sais Mmh. pas si tu sais, mais du coup, en Égypte antique, la mort, c'est un petit peu genre, l'apogée de ta vie, en mode c'est un des plus grands moments et une des plus grandes choses, que tu vas faire dans ta vie parce qu'après il y a encore un long chemin, après ta mort. Donc non, Seth et Thoth ne sont pas, spécifiquement liés à la mort, mais il y a toujours, voilà, effectivement, la mort, c'est un thème très récurrent et très important en Égypte antique. Donc on a, Thoth qui est, une divinité, de la sagesse, qui est un peu la divinité scribe, que je lis beaucoup, voilà, vraiment au côté très divin et très spirituel et à la sagesse et je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Todd. Todd, il est là plus pour m'accompagner dans des travaux, bah, d'ordre, mentaux, du fait de réfléchir, ce genre de choses. Je suis beaucoup plus calée du coup sur Seth qui est, ma divinité tutélaire. Donc Seth, lui, c'est la divinité, adversive de la mythologie égyptienne. Donc en gros, lui, il a un côté très, très combatif, très ancrant, hem, très, dans l'action, beaucoup plus que Todd qui est, un peu plus passif, même si, ça la notion d'activité et de passivité, ça se revoit aussi. Hem, Seth m'accompagne dans des choses qui sont, bah, beaucoup plus chaotiques, hein, parce que c'est quand même une divinité, liée au chaos nécessaire, dans l'Égypte antique. Puisque, c'est à travers donc Thoth, Seth pardon, si je commence à les confondre, ça va pas aller. Hem, Seth en gros donc c'est,
Tu as Geb et Nut qui sont donc, le ciel et la terre, les personnifications du ciel et de la terre, qui, donnent naissance à 4 enfants, qui sont donc Seth et Nephthys qui forment un premier couple et Horus non, Osiris et Isis, pardon, qui forment un second couple. Osiris et Isis, ont un enfant qui est donc Horus. Et donc Seth est normalement, l'aîné, donc c'est lui qui doit, acquérir le trône, sauf que c'est pas lui qui acquiert le trône, c'est Osiris. Donc comme il est super malin, il se dit: «Qu'est-ce que je fais? Bah, je bute mon frère, logique». Donc il découpe, Osiris, de manière bien sympa, il l'éparpille, en plein de petits morceaux à travers l'Égypte et c'est comme ça d'ailleurs que Osiris, finit par régner sur le domaine des morts. Et donc Seth se dit: «Youpi, maintenant que j'ai plus mon frère, je vais pouvoir monter sur le trône». Sauf que non, parce que du coup, ils mettent Horus sur le trône. Et là, donc Seth, crie haut et fort que, bah, il n'est pas d'accord. Et là, il y a, toute une lutte, du coup, pour ce trône, entre, Horus et Seth. Sauf que, ben, Seth, vu que, ben, c'est un petit fripon, bah, il triche un peu, il se fait prendre et bref, du coup, on lui dit, «Bah, non, en fait, mon c'est pas comme ça que ça marche». Et il est, donc envoyé sur la barque solaire de Ré pour tuer le serpent-monde qui est, enfin, le serpent dévoreur du monde qui est Apophis, qui, en fait, essaye de manger la barre solaire, tous les soirs et donc Seth est confié à Seth la tâche de tuer Apophis, tous les soirs et à côté, du coup, c'est Horus qui monte sur le trône et donc il est vu comme, la notion du chaos nécessaire dans le sens où pour que Horus puisse monter sur le trône et avoir, toutes les cartes en main pour régner, comme roi, hem, il a besoin, en fait, de toutes les leçons et de toute la il a besoin d'apprendre à combattre, en fait et c'est dans ce combat avec Seth qu'il apprend, ben, tout ce qu'il faut pour pouvoir, régner et notamment les pharaons d'Égypte, portent, non seulement d'Horus, mais aussi les énergies de Seth pour régner. Puisqu'il faut pouvoir aussi, heu, pourfendre ses ennemis, en tant que roi. Bah, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Tu as appris tout ça, est-ce que tu as un livre spécifiquement, où tu as appris tout ça? Ou est-ce que c'est vraiment des recherches un petit peu libres que tu as faites, sur les réseaux, sur Alors il y a internet? un peu ouais, il y a un peu des 2, mais si j'ai vraiment un livre à, conseiller pour vraiment tout ce qui est mythologie égyptienne, c'est la mythologie égyptienne et alors je vois pas d'ici, ce que c'est. Je vais te donner les auteurs. C'est celui que je conseille quasi à chaque fois parce qu'il est hyper complet. C'est La mythologie égyptienne aux éditions Poche Marabout et les auteurs c'est Nadine Guillou et Janice Piré. Voilà. Je note, je note. Donc celui-là, il est vraiment, hyper complet. Est-ce que tu as lu, le fameux livre hyper connu sur la enfin sur l'Égypte? C'est, heu, Le Livre des Morts ou un truc comme ça? Ouais, le livre des morts égyptiens, oui, je l'ai. Donc il y a la version mais alors ça, du coup, en fait, c'est la traduction de attends, parce que j'ai des mouches dans ma chambre, ça m'énerve. C'est la traduction, en fait, des rites, funéraires en Égypte, antique et en fait, c'est tout le on ça raconte tout le voyage de l'âme une fois que tu es mort et donc moi, dans celui que j'ai, je sais pas s'il y en a d'autres, on suit le cheminIb et donc tu as toute, enfin beaucoup de noms de dieux hyper compliqués parce que dans l'Égypte antique, enfin c'est un délire, il y en a, des milliers et des milliers et donc tu suis vraiment tout le chemin de l'âme, au moment enfin, au moment de la préparation, puis, quand il arrive dans la salle du jugement, c'est là où il y a la pesée du cœur. Il y a un truc très symbolique en Égypte antique, c'est ce truc de la balance avec le cœur et la plume d'un côté. En fait, on dit que ton cœur doit être aussi léger, qu'une plume et donc tu as toutes les règles, du mât
ou de Lahat, qui sont, ben, c'est le symbole de la justice égyptienne. Enfin, c'est du style, bah, ne pas voler, ne pas, je les connais plus, ces 42 règles, mais je crois qu'il y en a 42, mais voilà. Tu as toutes ces règles, que tu dois respecter durant toute ta vie pour pouvoir, passer, que ton âme puisse passer, outre ce jugement. Et après, il y a toute une rencontre avec, je crois que c'est Osiris et cetera. Et donc, le livre des morts égyptiens, c'est ça que ça. Est-ce que au niveau de tes croyances, tu es plus enfin, est-ce que tu adhères en fait à des croyances, égyptiennes, que ce soit dans l'après-vie ou ces fameuses règles ou pas du tout? Alors oui et non, donc c'est-à-dire que, bah, spirituellement, moi ces règles-là, je trouve qu'elles font sens et du coup, c'est des choses que j'essaye d'appliquer, voilà, au quotidien, hein. Après, qu'est-ce qu'il y a après la mort? J'avoue, c'est pas une question à laquelle j'ai énormément réfléchi. Bah, de par mes croyances, oui, c'est quelque chose que moi j'incorpore dans mon système de croyances, ce truc de peser du cœur et cetera. Maintenant, c'est pas quelque chose auquel je crois, corps et âme et que je vais défendre en disant que c'est sûrement ça et c'est d'office ça qui va se passer au moment où je vais mourir. Honnêtement, la seule chose que j'espère quand je vais mourir, c'est qu'après on me foute la paix. Ce sera déjà bien, voilà. OK, c'est gentil, c'est intéressant. C'est vrai que, on aurait pu croire que du coup bah, étant donné que tu travailles avec des divinités, égyptiennes, on aurait pu croire que du coup tu adhérais à la suite, on va dire. Mais, c'est vrai que je me retrouve un peu dans ce que tu dis, étant donné que je travaille aussi avec, Aphrodite. On peut croire que je suis helléniste, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et pourtant, dans l'après-vie, j'ai des croyances, mais extrêmement différentes que les Mmh. croyances hellénistes, quoi. Donc Bah, oui, c'est ça, en fait, enfin, faut pas oublier qu'à l'époque, la politique, elle s'agençait quand même beaucoup autour des croyances et de la mythologie et cetera. Donc forcément, ça faisait sens dans c'était pas un système personnel, c'était vraiment un système global, donc il y a quand même, je pense que la peur de la mort, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé, en termes de, voilà, de civilisation pour créer une cohésion entre les gens. Hem, Maintenant voilà, on a à l'heure actuelle, la religion, je pense, est toujours politique, mais quand même, beaucoup plus individuelle et la spiritualité est beaucoup plus individuelle que ce que ça a pu être, à l'époque. Donc voilà, c'est plus des choses qui sont dictées, aussi fortement qu'à ce moment-là. c'est tout à fait vrai. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, ta pratique, avec ces 2 divinités? Comment est-ce que tu l'intègres? Est-ce que tu te considères, comme, dévote dans un travail dévotionnel? Ou est-ce que, c'est, de temps en temps? Ou, comment est-ce qu'en fait tourne ta pratique autour de ces 2 divinités? Donc Thoth, il est vraiment là, vraiment c'est de temps en temps, quoi. Vraiment, il a sa place, mais il est vraiment beaucoup moins présent, en termes d'énergie que Seth. Donc Seth, par contre, oui, c'est vraiment une dévotion où c'est tous les jours, où c'est je suis accompagnée de lui, de ses énergies quasiment tous les jours, surtout dans mes périodes actives et mes périodes de travail actif. C'est-à-dire que là, je pars en vacances très bientôt. Il est beaucoup moins présent parce que, ben, j'ai besoin aussi de lâcher prise, j'ai besoin de me reconcentrer sur moi et Seth, il apporte un côté tellement combatif que pendant mes vacances, il faut aussi que j'apprenne à lâcher ce côté combatif. Parce que du Je coup, vois. c'est quelque chose qui avait vraiment résonné en moi quand j'avais fait le podcast, avec Phronox, qui elle est dévote de la Morrigan. C'est, que les divinités, guerrières et martiales ont un côté très combatif, mais apprendre le côté combatif, c'est aussi apprendre à, savourer les moments de paix et de paisibilité et ça avait vraiment très fort résonné en moi parce que justement, moi, j'ai une tendance à toujours, vouloir me combattre, toujours faire plus, toujours faire mieux, sauf qu'il y a un moment aussi où il faut apprendre à se reposer et ça, c'est un équilibre du coup que lui m'avait déjà laissé, pendant, précédentes années, mais que je commence seulement vraiment maintenant à comprendre l'équilibre et l'importance de savourer les moments de paix et de paisibilité.
Mais sinon oui, c'est vraiment tous les jours. C'est-à-dire que mon hôtel, bon, à part quand je suis partie, hein, parce que je vais pas laisser, pourrir des trucs dessus, il y a toujours une offrande dessus. Il est tous les matins, j'allume les bougies, tous les matins, il y a une pensée. Voilà, je vais pas dire que je fais des tirages et on communique, toute la journée, non, non. Mais il y a au moins une pensée tous les matins en me levant et tous les soirs avant d'aller dormir. Est-ce que, comment tu appréhendes, comme tu le dis, les moments de calme? Est-ce qu'il y a pas une notion de peut-être pas de manque, mais quelque chose qui est pas habituel et qui peut être un petit peu, perturbant? Alors ça peut être déstabilisant au début, en tout cas quand je l'avais pas compris. C'est vrai que quand je faisais rien, je cherchais toujours un truc à faire et même là, mes vacances, si je cherche à avoir une espèce de rentabilité en termes de recherche et de pratique et de travail, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à rester assise et à rien faire. Mais j'ai aussi, voilà, j'ai je fais une liste des choses, qui me permettent de vraiment de, voilà, de lâcher prise et de juste, bah, profiter et apprécier le moment, sans que ça ait un but de servir à un quelconque intérêt, communautaire ou même, personnel. Bon, ici, c'est vrai que pour mes vacances, globalement, j'ai pris que des livres de pratique, mais j'ai prévu quand même d'acheter, un livre ou 2 juste pour, voilà, pour m'évader et pour apprécier ça. J'ai prévu de jouer à la Switch, j'ai prévu de faire des siestes sur le bord de la plage, j'ai prévu d'aller méditer au bord de la rivière, j'ai prévu d'aller marcher juste en pensant à rien et c'est dans ces moments-là que j'arrive à trouver, à trouver le repos. Mais c'est vrai que mon repos, il doit toujours avoir une espèce de rentabilité aussi. C'est-à-dire que si mon repos, il est pas assez reposant, je vais me culpabiliser de pas être assez reposée. Enfin, c'est beaucoup de travail, mais ça va aller. Je comprends. C'est beaucoup mentaliser, je sais pas si c'est ça le mot, mais Mmh. essayer de trouver quoi faire. Je comprends. Vraiment, je comprends, je suis, pareil. Dès que je pars en vacances, j'ai un petit livre de sorcellerie, j'ai un truc, je me dis: «Ah purée, je pourrais faire une vidéo là-dessus». Bref et après on étonne qu'on est constamment fatigué. Mmh. Bah, c'est ça, moi j'ai un besoin, comme tu disais, d'intellectualiser tout. Donc je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Arrêter de penser pour moi, c'est quasiment impossible. Et ce qui me sidère le plus, c'est de me dire qu'il y a des gens qui y arrivent. Tu vois, je me dis: «Il y a des gens, ils pensent pas». Je me dis: Ouais, «Mais c'est incroyable, je comprends pas comment c'est possible en fait». Genre, comment tu peux ne pas te poser 1000 questions sur une journée? C'est pas ouais. possible pour moi, ça n'existe pas. Eh bien si, ça existe et je sais pas si je les envie parce que d'un côté, le fait de me poser 1000 questions, c'est un peu ça qui m'apporte tout ce que j'ai aujourd'hui et ma curiosité et je suis très bien en fait dans cette dynamique de réfléchir tout le temps, mais c'est vrai que c'est épuisant. Ah, c'est très épuisant. Moi, je sais que, mon copain est ce genre de personne à pouvoir ne pas réfléchir. Pourtant, il a un petit TDAH qui fait que je comprends pas comment il fait pour ne pas réfléchir, mais déjà là, c'est-à-dire que je me pose la question de pourquoi il ne peut pas. Voilà. Beaucoup de questions tout le temps, mais je trouve que c'est quand même très intéressant de se poser des questions tout le temps. Bon, peut-être pas dans l'excès, comme ça peut nous arriver parce que c'est juste hyper fatigant et puis des fois tu réfléchis à des trucs, que personne ne fait attention, enfin, soit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de remettre ta pratique en question, de remettre certaines choses que tu faisais ou même de douter de certaines croyances, que ce soit avec tes divinités ou de choses, que tu fais, quotidiennement, on va dire? Ah bah oui, bien sûr. Genre tous les jours, enfin je vais pas dire tous les jours, mais c'est, quand on croit, on se pose forcément des questions parce que c'est le but de croire, en fait, c'est d'être convaincu sans l'être. C'est un peu, elle est bizarre cette notion, parce qu'il y a pas de faits tangibles qui te disent que oui, ça existe et oui, des fois, je me dis: «Mais est-ce que je perds pas mon temps? Est-ce que c'est pas beaucoup d'énergie pour pas grand-chose?» Et puis, puis c'est tellement ancré en moi que, bah, ça finit toujours par revenir, au centre de ma préoccupation à un moment donné. Et puis même, des fois quand j'ai eu des doutes, en termes, je vais dire de légitimité ou de me dire, «Mais est-ce que je suis, bah, légitime à travailler avec, mes divinités et à prétendre, voilà, avoir, cette connexion particulière avec eux?» parce que, ben, c'est une connexion particulière. Hem
il y a toujours eu un élément ou une synchronicité ou un truc bizarre qui m'a fait, me dire que, ben, oui, en fait, si, j'avais ma place et que j'étais au bon endroit. Qu'est-ce que tu penses du fait, des signes des divinités? Est-ce que pour toi, pour travailler avec une divinité, il faut attendre des signes? Ou est-ce que tu peux travailler avec une divinité quand tu veux, mais t'attends des signes de sa part pour valider le truc? Ou est-ce que pour toi c'est assez fluide et chacun fait comme il veut tant que c'est, OK avec, ses valeurs et sa pratique? Mais alors, en fait, c'est compliqué parce que la notion de signe et de synchronicité, ça reste quand même un truc que toi, t'interprètes avec ton cerveau. Donc ça reste un truc très humain et ça se trouve, en fait, il y a rien. Hem, Moi, je pense que c'est un pont qui se construit dans les 2 sens, donc c'est-à-dire que de ton côté, tu peux avoir une envie, mais il faut aussi qu'il y ait voilà, une réponse de l'autre côté. Dans le sens où, bon, déjà, ça se fait au bon moment et au bon endroit. Ça peut prendre du temps et c'est quelque chose qui résonne énormément en nous. C'est vraiment dans le ressenti, en fait. C'est Mmh. énormément de ressenti et c'est ça qui est si subtil et si compliqué à exprimer, c'est que, bah, c'est pas, il arrive chez toi avec un contrat, qui tend et puis tu signes et ou pas. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça et il y a une espèce de pont déjà qui se forme des 2 côtés et je vais parler de un peu en métaphore, mais une forme d'onde qui qui se suit, qui se stabilise, qui se met ensemble, en fait. Comme quand tu fais, je sais pas si tu as déjà essayé, mais quand tu fais vibrer un verre, je pense que les bols Mmh. chantants, ça doit être à peu près la même idée. C'est que, quand tu es sur la même fréquence, les autres verres vont résonner aussi et je pense que c'est un peu pareil. Ouais. Parce que, j'ai vu tantôt, je regardais mes commentaires sur TikTok et j'ai vu une fille qui disait, «Oui, j'aimerais, travailler, en tant que enfin, avec une divinité patronne qui est Hécate» et tu as une autre fille qui a répondu, «On ne choisit pas sa divinité patronne, surtout quand on débute» et en fait, ça m'a fait me remettre en question et j'ai revu toute ma pratique. Je me suis dit: «Bon, je trouve que ça aurait pu être tourné, tu vois, un petit peu plus gentiment» mais en fait, elle a pas raison parce que les fois où j'ai voulu choisir ma divinité patronne quand j'ai débuté ou ma divinité titulaire, comme tu préfères, ça n'a pas marché. Ça a marché parce que, tu vois, tu es là en mode oui enfin, pour le coup, c'était avec Artémis. J'étais en mode: «Oui, Artémis, ces divinités, enfin, ces énergies» et j'ai ressenti ces énergies. Artémis, arrive, à certains moments, voilà, c'est pas une divinité, je trouve, en tout cas pour mon cas, qui arrive toute l'année, mais voilà, on va dire que j'ai voulu la choisir. Alors j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu ce fameux pont dont tu parlais, mais c'est très cyclique, quoi. Très, genre une période, elle va être là et l'autre période, elle va pas être là. Alors qu'Aphrodite, je l'ai pas choisie, elle est arrivée toute seule et ça a été, mais une évidence. Le moment où j'ai voulu, «la choisir» entre guillemets, ça s'est très mal passé. Enfin, ça s'est pas passé, de manière très douce et très fluide, mais donc je trouve que ça résonne assez parce qu'en fait, c'est quand tu t'y attends le moins que la divinité arrive, en fait. C'est quand tu te dis: «Bon, au final, ça va pas, je vais pas plus forcer» et que tu es au bon moment, au bon endroit et que tu lâches prise, qu'en fait, tu commences à ressentir toutes ces énergies et puis c'est difficile de définir le terme de, «OK, comment est-ce que je sais que c'est ma divinité, titulaire? Comment est-ce que je sais que ça va pas être elle? Comment est-ce qu'on sait?» Je trouve que c'est tellement enfin moi en tout cas ça joue vraiment au niveau énergétique. C'est comme si tu avais une énorme bulle qui t'enrobait tout le temps de l'énergie de la divinité. Est-ce que tu le ressens comme ça aussi? Ouais, bah, effectivement, ouais, je suis assez d'accord dans le sens où, bah, on choisit pas une divinité comme on choisit, un starter Pokémon. Ouais. Hem, Après, on a effectivement quand même toujours le choix d'accepter ou non de travailler avec. Donc c'est-à-dire que la divinité quand elle se pointe, tu as toujours le choix de dire non. Après oui, comme je dis, c'est quelque chose qui résonne, donc ça arrive, au bon moment, au bon endroit. Et moi effectivement quand 7 est arrivé, bon déjà, je pensais pas que c'était ces énergies-là, de chaos et de destruction, de force et de témérité en fait qui allaient, coïncider avec les miennes.
et en fait, il s'avère que si. Voilà, j'ai découvert beaucoup d'aspects de ma personne que je ne connaissais pas. Hem et puis surtout, c'est sûr que c'est pas celle que moi, à l'évidence, j'aurais choisie, comme ça, d'emblée. Au moment où j'ai commencé la sorcellerie, si on m'avait dit: «Ah ben, choisis ton starter», j'aurais sans doute pas choisi Seth. Heu, mais quand il est arrivé, ben, j'ai senti ce truc de j'ai besoin, c'est là pour une raison, c'est le bon moment, quoi. Mmh mh. C'est ça, c'est lui. Et à aucun moment j'ai été déçue, de pas travailler avec une divinité, comme moi je l'aurais, interprété. J'ai même été juste surprise en fait, et je suis même plus heureuse, je veux dire, d'avoir appris, ces leçons à ses côtés qu'avec, n'importe quelle autre divinité. Ouais, et il faut aussi garder en tête, ça c'est un petit message que je fais passer au travers du podcast. Travailler avec une divinité, que ce soit une divinité titulaire ou une autre divinité, mais plus spécifiquement les divinités patronnes et titulaires, c'est pas un long chemin tranquille. Travailler avec une divinité, c'est une remise en question constante, de se dire: «Ah bah, déjà, quel message on veut me faire passer, en fait? Pourquoi est-ce que je travaille avec Aphrodite? Pourquoi j'ai ces énergies qui matchent?» C'est vraiment une remise en question constante. Moi, j'ai pu apprendre tellement de choses, avec Aphrodite, surtout qu'elle me voilà, on peut croire que travailler avec une divinité très douce, très féminine, ça peut être facile, mais en fait, pas du tout. Des fois, c'est très brusque et il faut savoir jouer avec ça. Est-ce que, de ton côté, tu as aussi, est-ce que Seth, il peut, avoir cette petite dualité de, c'est une divinité, reliée au chaos, mais pourtant ça va être, une divinité avec laquelle tu vas être rassurée, peut-être confortable, c'est pas vraiment le Mmh. terme, mais, quelque chose comme ça? Oui, bah, oui, parce que, enfin, déjà, il y a pas de divinité plus facile qu'une autre, clairement pas, Mmh. hein. Elles ont toutes, leur lot de facilité et de complexité. 7, oui, bah, en parallèle d'Aphrodite qui peut paraître très, papillon et lumière, 7, lui, il peut paraître très, méchant, pas content, compliqué et dur. Mais, Seth, c'est aussi une divinité, comme je l'expliquais dans le mythe, qui va venir, bah, protéger la barque solaire. Donc Seth est une divinité qui est immensément, protectrice aussi. Et donc oui, il a ce côté, très paternant, très, enrobant, très, bah, protecteur tout simplement. Je vais pas dire doux parce que c'est pas non plus, doux, mais, rassurant d'un côté, oui, quand même. Est-ce que c'est, est-ce que c'est compliqué de travailler avec une divinité masculine heu, en tant que femme? C'est vrai que moi j'ai pas trop ce enfin, en fait, je trouve que les énergies masculines, enfin de divinités masculines, c'est tellement différent. Après, j'aime pas trop dire qu'une divinité est féminine ou masculine, mais je trouve que c'est des énergies tellement, tellement différentes, et étant donné que je travaille avec Aphrodite, tu vois, c'est un peu dans la lignée, donc j'ai pas eu trop cette confrontation, on va dire. Est-ce que toi, tu as pu, ressentir une différence à ce niveau-là? Mmh. Bah, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai déconstruit du coup, la notion, ouais, masculin, féminin, dans le sens où, bon, déjà en tant que personne relativement féministe, bah, Mmh. j'étais pas d'accord que la femme, elle était censée être, douce, gentille, mignonne, compréhensive, sensible, non, bah, non, en fait. Et pourquoi est-ce que l'homme, bah, lui, il serait, actif, courageux, guerrier, tout ce que tu veux, enfin, non. Moi, c'est des notions qui, pour moi, ne font plus sens, en tout cas, aujourd'hui. Fait que en fait, bah, moi, le côté très martial et très combatif, en tant que femme, bah, je l'ai. Mmh. C'est-à-dire que, j'ai un côté, enfin, si on doit parler en termes féminin et masculin, moi, je correspondrais plus, bah, à des énergies plutôt, masculines, effectivement. Je suis dans des principes qui sont très, dans l'actif, dans le fait de combattre, dans le fait de toujours prouver, de toujours faire plus, beaucoup plus que, de me dire, «Je vais prendre soin de moi, je vais prendre le temps, je vais me poser», même si
c'est un aspect que je cultive aussi énormément. Mais du coup, non, j'ai pas eu de difficulté à m'accorder à ces énergies-là puisque j'étais déjà dans ces énergies-là qui sont pas toujours faciles non plus, hein, dans le sens où, bah, moi, le gros problème que je rencontre, c'est que je veux toujours tout faire toute seule, que, je veux très indépendante, que, j'accepte très difficilement que j'ai des difficultés et de demander de l'aide et de le déléguer. Mais c'est des choses que j'ai apprises aussi sur le tas. OK, bah, c'est hyper intéressant parce que du coup, on se rend compte aussi que ta divinité, elle a aussi cette petite dualité, de moi je préfère parler en yin et yang, des plus yin, donc plus, douce entre Mmh énormes mh, guillemets. mmh. Mais, on voit du coup parce que tu disais que tu avais du mal à lâcher prise et pourtant que il y a des moments où il se mettait un petit peu en retrait pour te laisser, lâcher prise et profiter des moments plus calmes. Je trouve qu'on peut faire, du coup un parallèle avec ces énergies un petit peu plus yin que, Seth pourrait t'envoyer aussi, tu vois? Mmh mh. Donc franchement, c'est hyper intéressant. Est-ce que, tu peux nous partager, enfin, est-ce que déjà tu lis ta pratique, spirituelle, on va dire, de croyance avec, Seth et Thoth et la sorcellerie? Est-ce que ça t'arrive? Alors oui et non, c'est-à-dire que des fois, je vais vraiment pratiquer, ben, juste avec, mes énergies qu'il y a autour de moi et parfois je veux pratiquer vraiment avec eux. Mais alors du coup, ils ont vraiment, ben, leur domaine, de pratique. Je veux dire, 7, c'est vraiment tout ce qui va être, protection, ancrage, combativité, tout ce qui va être retour aussi, retour de bâton. Thoth, lui, il est vraiment plus dans des aspects très divins, très, subtils, très troisième œil, et cetera. Donc lui, ça va plus être de l'ordre, de la divination, un petit peu de la créativité aussi, même si ça, c'est quelque chose qui passe beaucoup par moi. Puis après, ben, tout ce qui va être, plus, notion, bah, d'amour-propre, rayonnement, travail sur l'abondance, ça, c'est des choses que je vais faire par moi-même. Et est-ce que ça t'arrive de travailler avec, d'autres divinités ou d'autres énergies? Quand je dis, divinité ou énergie, c'est vraiment ça peut être des entités ou de la magie élémentaire et cetera. Hem, Ça t'arrive de travailler avec d'autres entités que, Thoth et Seth lors de tes rituels? Ou dans la vie de tous De les jours, hein? de travailler vraiment, non. Alors j'ai une énergie, quand même à laquelle je pense me connecter ici, dans les prochaines semaines pour justement, tout ce qui va être le lâcher prise, reconnexion, travail en nature et cetera. Mais alors ça, c'est encore tout à fait nouveau, donc j'avoue que je suis pas encore, hyper à l'aise de parler de ça. Après, tout ce qui va être, le beau peuple et cetera, ça c'est des choses que je rencontre un petit peu, au quotidien, mais sur lesquelles je m'attarde pas énormément non plus. Donc je vais rarement faire appel, oui, si peut-être aux archétypes, au niveau des éléments. Ça, c'est quelque chose qui me parle relativement. Puis même, voilà, pour conceptualiser, mes sorts et mes rituels, ben, j'ai besoin d'un minimum de symbolique quand même, d'un minimum d'archétypes. Donc ça oui, travailler avec des archétypes et des symboliques, ça tout à fait. Maintenant, je les considère pas au titre, d'entité, en tant que telle. Est-ce que si, un jour il y a, une divinité ou autre qui se présente à toi, tu penses que tu serais, on va dire, ouverte à voir autre chose que tes divinités, que tu as déjà? Alors, oui et non. Ça dépend du travail demandé, en fait. C'est-à-dire que si c'est pour quelque chose d'assez, sur le moment et une leçon, en particulier, c'est des choses que oui, je peux intégrer dans ma pratique. Maintenant, avoir une deuxième divinité, à laquelle je me dévoue vraiment comme je suis dévouée à Recette, bon après on sait jamais ce qui peut arriver, mais ça me paraît compliqué. Mmh. Honnêtement, en termes d'énergie et de temps, ça me paraît vraiment compliqué. Ouais, je vois. Moi, je rencontre, de plus en plus les énergies d'Athéna. Alors, qui Mmh. l'aurait cru? Certainement pas moi.
Mais je rencontre de plus en plus ces énergies et je me rends compte que, c'est pas simplement pour, tu vois, une petite prière de temps en temps ou parce que tu vois, je trouve que même le fait de mettre un autel, c'est vraiment acté. Bon après c'est ma perception des choses, mais je trouve que mettre un autel pour une divinité, c'est le fait d'acter vraiment qu'il y a un peut-être un lien qui se crée, quelque chose comme ça Mmh. et je suis dans ce questionnement de: «Qu'est-ce que je fais?» Est-ce que, je me lance, corps et âme dans peut-être, quelque chose avec Athéna, mais c'est des énergies que je connais pas, c'est des énergies qui me sont, très étrangères, très des énergies de sagesse, de enfin je sais pas. En fait, je sais pas, mais je sens qu'elle est là et je suis un peu perplexe par rapport à ça et du coup, ouais, je voulais avoir, ta perception des Ouais. choses. Si toi tu faisais face à ça, qu'est-ce que tu ferais? Heu, Bah, alors, parce que du coup, oui, j'ai une énergie qui a beaucoup résonné en moi dernièrement, mais c'est une énergie qui est beaucoup plus douce et voilà, c'est pas quelque chose que je vais intégrer, en termes dévotionnels comme je le fais avec Seth. Mais Mmh disons mh. que c'est plus, voilà, un côté que j'accepte, pour travailler justement tout ce qui va être plus, du côté, reconnexion, nature, sorcellerie et cetera. Heu, Maintenant comme je disais, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc c'est-à-dire que, c c'est toujours possible qu'à un moment donné avec Seth, ça n'aille plus ou que c'est plus des énergies dans lesquelles je me retrouve ou que lui ne se retrouve plus non plus. J'ai l'impression de parler, d'un couple là, c'est très bizarre mais mais c'est l'idée. On sait jamais effectivement ce qui peut arriver. Heu, Moi là comme ça, si demain si tu me dis demain, tu changes de divinité, bah non en fait, non, c'est Ouais, juste ça pas va au-delà possible. de ça, ouais. Mais oui au-delà de ça, on sait pas ce qui peut arriver Mmh. et même si je me dis, pour le moment, ça va jusqu'au moment de ma mort et même peut-être après, je sais pas. Techniquement parlant, même avec tous les moyens de divination, qui existent au monde, comment ça va se passer, demain? Je peux pas C'est ça. savoir. Est-ce que, pour, enfin, je sais pas si tu te considères, dévote de fête, mais est-ce que tu as fait, peut-être, un rituel ou, un quelque chose pour marquer le fait que tu serais, à son service, on va dire? J'ai pas fait un rituel, en soi, ou une cérémonie avec lui pour vraiment acter le fait que j'étais dévote. Ça s'est plus fait dans le temps, Mmh mh. dans le sens où, bah, ça a commencé par, un outil consacré, ça a commencé par une offrande, puis 2, puis 3. Bon, l'autel, il a été fait assez rapidement, mais bon, globalement, l'autel, au début, il y avait pas grand-chose dessus et puis, ça a été, voilà, trouver le calice, trouver le jeu, de cartes avec lequel je communique avec lui, trouver le pendule, les ossements, puis enfin, ça a vraiment été au fur et à mesure, hem, tu sais comme des petites quêtes comme ça, au fur et à mesure qui te font grandir et je saurais pas dire il y a à ce moment-là, ça y est j'étais dévote parce qu'en soi, j'ai l'impression que dès le moment où j'ai choisi de travailler avec lui, c'était acté dans le sens où ça va être tous les jours. Voilà, c'est comme ça. Ouais, je vois. Je comprends tout à fait, les petites quêtes dont tu parles. C'est vrai que j'ai eu pareil avec, avec Aphrodite. Tu commences à faire le petit hôtel, puis tu testes, en fait. Moi, je tâtais le terrain. Je me disais: «Bon, OK, l'hôtel est fait, je vais essayer une petite offrande, une petite, cérémonie, un petit peu, on va voir». Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que moi, dans ma pratique, je sais pas si c'est pareil chez toi, du coup, je voulais voir si c'était pareil, mais, dans ma pratique, je trouve que la divinité, s'adapte un petit peu à mes pratiques parce que, étant donné que je ne suis pas helléniste, et que je me considère pas comme dans un courant spécifique, les pratiques, avec Aphrodite ne sont pas les pratiques hellénistes. Ce qui fait que des fois, je enfin, les gens pourraient se dire: «Ah bah, elle peut pas faire ça parce que c'est pas dans les rituels et tout», mais ça n'empêche que je trouve que c'est quand même intéressant de mettre ça en avant, le fait qu'une divinité peut s'adapter, à ta manière de fonctionner. Par exemple, que ce soit même pour communiquer ou au niveau des offrandes, elle peut ou même, au niveau des prières, hein, elle peut s'adapter à ta manière de travailler. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu «respectes» entre guillemets les
règles, je sais pas comment expliquer ça, mais ou est-ce que tu fais un petit peu comme bon te semble et ça fonctionne très bien? Honnêtement, pareil que toi, tu vois? Je fais pas partie d'un courant, normé, Mmh. donc oui, je vais, il y a certains trucs qui résonnent en moi que je vais incorporer à ma pratique, comme, on parlait des règles, du maths, Mmh. heu, mais non, je pratique pas uniquement la magie égyptienne, je pratique pas que, à travers la spiritualité égyptienne. Voilà, j'ai quelque chose aussi de très personnel et je m'incorpore pas, ouais, dans un truc, normé, effectivement. OK. Non, mais c'est super intéressant. Merci. Est-ce que, tu peux nous partager un petit peu si tu as des sources ou des livres, qui ont pu t'aider dans ta pratique, avec les divinités égyptiennes? N'hésite pas. Malheureusement, il y a pas, beaucoup de choses qui, en tout cas, résonnent en termes, enfin, de ce que j'ai lu pour le moment, en termes de vraiment d'Égypte. Mmh. Dans le sens où très souvent, dans tous les trucs, qui parlent de spiritualité égyptienne, c'est Seth, dieu du mal. Sauf que, ben, c'est infiniment plus complexe que ça. Donc la mythologie égyptienne, comme je disais, mais ça, c'est plus en termes historiques, c'est hyper intéressant. Sinon, du coup, j'ai le livre, voilà, de Phronésis qui est Arpenter le chemin des dieux, qui est, je pense, un des même le seul, en fait, livre qui parle de ce qu'est la dévotion et de vraiment incorporer une divinité, issue d'un panthéon, pas forcément, pas forcément polythéiste. Je pense que ça peut fonctionner aussi avec le monothéisme. Maintenant, je suis pas dans ce cas-là, donc c'est un peu plus complexe de parler de ça. Mais en tout cas, en spiritualité, c'est un des livres qui reflète le plus, la manière dont je vis les choses, en tout cas. Est-ce que tu connaîtrais des comptes ou des blogs, qui partagent en fait leurs pratiques, par exemple avec des divinités égyptiennes en fait? Où est-ce que toi tu as appris, comment travailler avec ces divinités? Surtout que c'est des divinités qui ont des énergies quand même assez présentes, si je puis dire comme ça? Ouais. En termes de magie égyptienne, purement égyptien, j'en ai pas vraiment. Mmh. Enfin, si peut-être, je sais qu'il y a Ereret, je pense. En fait, le problème, c'est que c'est pas des personnes avec qui j'ai beaucoup échangé, donc je sais pas forcément, mais je sais qu'il y a, Mmh. je pense, c'est les chroniques du tarot. Du tarot, il y a pas mal, d'égyptologie et cetera sur son compte, c'est vraiment très intéressant. Hem, donc ça, c'est des trucs sur lesquels moi je vais un peu me documenter, je vais un petit peu regarder. Mais voilà, c'est pas des personnes avec qui j'ai beaucoup échangé. Voilà. OK, bah, écoute, je note Ouais. ça, j'essaierai de trouver quelques infos Donc là-dessus. les chroniques du tarot, c'est vraiment pas mal et c'est très intéressant ce qu'elle fait. OK, bah, je vais regarder ça. Est-ce que tu saurais, est-ce que ça te va si on parle un petit peu de la magie des plantes? Oui, bien sûr. Je me suis un petit peu renseignée pour préparer le podcast sur la magie des plantes. Mmh mh, Et j'ai vu que du coup la magie des plantes, c'était ce qu'on pourrait dire très vulgairement, très, très vulgairement, heu, des styles de magie verte. Entre gros guillemets, ça me crispe de dire ce genre de choses, mais bon, soit. Où on va du coup travailler avec des plantes, avec de l'herboristerie. Moi, j'ai trouvé ça, au niveau sur internet, au niveau de la magie des plantes. Est-ce que ça résonne avec, tes connaissances sur le sujet? Attends, tu peux répéter la question? Désolée. Moi, ce que j'avais appris sur la magie des plantes, c'était que c'était un petit peu ce qu'on disait, très vulgairement de la magie Ouais, verte, ouais, donc ouais, ouais. avec, de l'herboristerie, et cetera. Ce qu'il y a, c'est qu'on revient un peu sur ce truc de est-ce que la magie a des couleurs ou pas? C'est ça. Ce qui est pratique, c'est avec le terme magie verte, c'est que, ça regroupe, tout ce qui va être, herboristerie, aromathérapie, magie des plantes, mais enfin, en fait, ça dépend, est-ce qu'on considère, qu'est-ce qu'on met concrètement dans la magie des plantes? C'est toujours ce truc de cases. Mmh. Ouais. C'est vrai que, ce qu'il y a, c'est que dans la magie verte, à la limite, on peut vraiment incorporer tout ce qui va être aussi,
bah, la magie avec, je veux dire avec des plumes, avec, vraiment le territoire. C'est pour ça que moi j'utilise plus le terme magie des campagnes, qui est Oui. beaucoup plus global en fait. Je commence pas à Mmh. mettre, 50 000 C'est cases. vrai. Magie verte, c'est oui, c'est vraiment tout ce qui a plus attrait à la nature, donc c'est peut-être un peu plus vaste que la magie des plantes. Ouais, Heu, j'avoue que j'utilise le terme, «magie verte» entre gros guillemets, mais mmh tu vois, c'est histoire d'illustrer quoi, c'est pas un truc, Ouais, c'est un peu ça. Enfin, ce qui est bien, c'est que, je pense que la magie des couleurs et l'idée de la magie des couleurs, là où l'idée est problématique, c'est, dans la notion de bien et de mal. Donc, c'est magie blanche, ça. magie noire. C'est souvent ça le gros problème. Après, oui, je trouve que le terme magie verte en soi, il pose pas problème tellement, parce que voilà, il regroupe pas mal de choses et Mmh, c'est pas dire: «Ouais, la magie de E, c'est pas bien et la magie de E, c'est bien». c'est Parce vrai. que c'est un tout beaucoup plus global, donc moi perso, le terme magie verte, je l'utilise pas, mais il me dérange pas OK, tant que ça, ça va. C'est vrai que voilà. je m'étais jamais posé la question, de, de si le terme mais tu vois aussi moi ce qui m'embête, c'est tu vois parce que si on va dans cette lignée-là, le terme de magie rouge, ça peut tellement tout englober et tellement rien englober du tout, tu vois? Genre c'est des termes qui sont tellement vastes et pourtant tellement imprécis. Bah, c ce qu'il y a, c'est que, pour moi, magie rouge, c'est encore complètement différent que magie verte. Magie verte, j'ai l'impression on va plus Mmh. parler des supports, de ce qu'on va utiliser pour C'est pratiquer la ça. magie. Tandis que magie rouge, on parle plus, d'une finalité. Donc c'est-à-dire que magie rouge, en général, on est plus sur de la glamour, magic, sur des trucs, ouais, plus de l'ordre sentimental, de l'ordre du charme, en fait. Donc Mmh. c'est encore, finalement, du coup, voilà, la couleur, elle classifie rien puisque d'un côté, on a vraiment les supports et de l'autre côté, on a des buts. Ouais. Donc ça fonctionne pas, en fait. C'est des termes qui ouais. Non, mais moi je les utilise. En général, je les utilise pas, mais vraiment, tu vois, c'est illustré et en plus que je trouve que Mmh ce truc de magie rouge, enfin la magie rouge, c'est tellement tout et n'importe quoi, tu vois? Et ça per moi je trouve que c'est un petit peu, réduire les «risques» entre guillemets de la magie rouge, donc de la magie d'amour et cetera. Je trouve que c'est un peu facile de dire: «Ah, j'ai fait de la magie rouge», alors que, tu as fait un rituel pour récupérer ton ex et que tu as Bah, après, oui, sans enfin, forcément, tu vois ce que je veux dire? techniquement, on peut classer ça sous le terme de magie rouge, mais enfin, la magie, déjà, de base, et les gris sont sales. Mmh. Donc il y a dans toutes les pratiques, tu as plein de sous-pratiques et de petites pratiques et c'est plein de petits onglets, comme ci, comme ça. Je prends, notamment la magie sigillaire qui est une des Ouais. magies que moi je pratique énormément. Tu as de la géométrie sacrée, tu peux Mmh mh. incorporer, la symbolique des couleurs, tu peux incorporer, moi j'incorpore les plantes, tu peux même, incorporer la magie élémentale dedans, enfin, tu peux faire plein de choses. Tu vas faire, je sais pas, bon, je vais dire des mots terribles, attention, je vais prononcer le mot spelljar. Tu tu vas faire une bouteille de sorcière, tu vas utiliser, tu vas utiliser la magie des plantes, tu vas utiliser, peut-être la magie, voilà, du sel, des correspondances qui ont un rapport avec les éléments, puis tu vas utiliser la magie des bougies parce que tu vas sceller ton truc. Tu peux utiliser la magie sigillaire, tu peux utiliser, la magie des nœuds parce que tu vas, faire un nœud autour de ta bouteille. Enfin, dans un seul sort, tu as énormément de types de magie qui vont venir, C'est vrai. qui vont venir créer ton mécanisme, en fait. Genre, tu as pas une manière de faire un sort, ça n'existe pas. Mmh mh. Tu peux faire tellement de trucs et tu peux rendre un rituel tellement «facile» entre guillemets et puis tellement, plus complexe. C'est ça que je trouve hyper intéressant en sorcellerie, c'est que, et je sais pas pourquoi je fais le lien, mais on parlait de ça avec Sister Hezo, le fait que, hem, maintenant les gens veulent tout faire vite, un rituel, pour, ramener, ramener de l'argent en 5 euros, tu vois? Ce qui est dans le fait, c'est un peu Mmh lunaire mh. comme truc. Mais c'est pour ça que je trouve ça, la sorcellerie, je trouve que c'est fascinant parce qu'en plus, on se rend pas compte de ça, mais en sorcellerie, tu peux tellement faire, mais
tout ce que tu veux. Genre, il y a pas enfin, il y a un cadre à respecter, mais en soi, si tu es un peu fifou, et que tu veux faire des dingueries, il y a pas de cadre précis. Genre, tu peux Ouais, bah, bien vraiment faire sûr. tout ce que tu veux Bien sûr. et c'est fascinant, mais c'est aussi, très flippant, je trouve. Ouais, faut voir si l'immensité fait peur ou pas, en fait. Ouais, mais c'est ça. Donc, qu'est-ce de quoi on parlait déjà? On À la base, on parlait était parti sur la magie des plantes. la magie des plantes, c'est ça. Comment est-ce que toi comment est-ce que tu as découvert la magie des plantes et quels sont tes petits rituels, en fait, comment tu l'intègres, la magie des plantes? Bah, alors donc comment j'ai découvert la magie des plantes? Je pense que ça c'est un truc qui arrive assez rapidement et pour beaucoup de pratiquants, je pense, hein, dans le sens où quand tu achètes un livre de sorcellerie, en général, tu as des plantes dedans. Ouais. C'est assez rare de qu'on n'en parle pas du tout ou alors c'est des livres spécifiques, mais en tout cas dans des livres globaux, il y a au moins, quelques pages sur le fait que tu peux utiliser les plantes puisque, ben, la sorcellerie, ça se base sur des trucs, heu, ben, qu'il y a tout autour de toi et qu'en général, ben, la faune et la flore, c'est un truc qu'il y a tout autour de nous. Mmh. Heureusement, on vit pas encore dans un monde où il y a plus de plantes. Je pense que le jour où ça arrivera, ce sera vraiment triste. Hem, mais du coup, oui, je l'incorpore, bah, voilà, déjà dans mes sorts, dans mes rituels. Je pense que des plantes, en fait, il y en a partout autour de nous. Donc un peu tous les jours, c'est quelque chose qu'on côtoie, c'est des organismes vivants qu'on côtoie au quotidien. Donc comme, enfin, je me souviens quand on avait parlé de pharmaké un petit peu, la dernière fois. Hem, moi, je considère vraiment les plantes comme des entités, physiques, à elles seules. C'est-à-dire que, bon, elles ont peut-être pas la même conscience que moi ou mes cochons d'Inde, mais elles ont quand même un peu de conscience et ben, par exemple, mes plantes d'intérieur, je les considère, ben, comme mes enfants, quoi, comme mes copines qui, elles sont là au quotidien et je les arrose, tous les jours et je les regarde et je les vois qu'est-ce qu'elles sont belles. Voilà, c'est des choses que bon, je vais pas dire que mes plantes sont enchantées, mais il y en a certaines qui peuvent l'être, oui, effectivement. Parce que j'ai des plantes qui sont enchantées pour certains buts. Après voilà, je vais les utiliser, bon, j'ai la chance d'avoir un jardin. Moi, je suis infiniment reconnaissante de pouvoir, fabriquer mes bâtons de sauge et de lavande moi-même. Et je suis infiniment reconnaissante aussi de sortir de chez moi et de rencontrer plein d'espèces de plantes qui sont hyper diverses et variées et qui ont, énormément de choses à me raconter sur leurs vertus, sur leur folklore, sur, leur histoire et puis même sur leur personnalité, à elles, quoi. Parce que chaque plante a vraiment, une manière de vibrer qui lui est vraiment propre. Pour, essayer enfin, pour rentrer en communication, je pense pas que ce soit vraiment le terme, mais pour ressentir les énergies, des plantes ou des fleurs que tu as, est-ce que tu le fais au travers des ressentis ou est-ce que tu prends des supports? Moi, je passe quasiment exclusivement par du ressenti, de la transe, de la méditation, enfin, tu appelles ça un peu comme tu veux, mais hem, je passe énormément quand même aussi par l'observation, la symbolique, genre la couleur, le nombre de pétales, le la forme de la plante en elle-même, son territoire aussi, comment est-ce qu'elle grandit, dans quel type de territoire est-ce qu'elle pousse. Est-ce que c'est une plante, par exemple, comme le lierre qui est une plante qui se qui s'enroule, qui a besoin d'un support, tu vois, pour vivre, Mmh. mais qui est quand même aussi hyper envahissante. Voilà, c'est un peu la manière dont elle, dans son habitat, est-ce qu'elle existe, en fait. Je vois, c'est hyper intéressant. Heu, ouais, c'est un peu tout ça qui m'aide à créer mon système de croyances et de vertus. Est-ce que bah, j'imagine, mais est-ce que tu mets des plantes dans tes rituels? Dans le sens où, est-ce que tu fais appel, à des énergies des plantes ou est-ce que,
Après ce que je viens de dire, c'est un peu, tu vas me dire: «Bah, évidemment parce qu'il y a des correspondances», mais je disais ça dans le sens où est-ce que tu vas parfois faire appel à une énergie pour augmenter ton rituel ou pour quelque chose de plus spécifique? Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mmh mh. Bah, oui, oui, totalement. Hem, j'ai des plantes que voilà, je récolte, un peu en fonction de, bah, de ce qu'il y a au moment même et voilà, par exemple, cette année, j'ai rencontré le myosotis. Donc d'abord, je l'ai vu sur TikTok, j'étais en mode: «Ah, mais c'est hyper intéressant», mais je me dis: «Mais attends, mais cette fleur, elle me dit un truc, je l'ai déjà vue» et en fait, effectivement, c'est un truc qui pousse, partout et il y a énormément de légendes autour du myosotis, il y a énormément de croyances, et c'est un truc dont on parle pas assez, je trouve. Hem, alors on peut faire plein de choses avec. Ne serait-ce que, déjà, physiquement, genre, des infusions et cetera, c'est un truc qui a plein de vertus, médicinales, mais en termes de magie aussi et donc là, pour le moment, je l'ai récolté. Je sais pas encore exactement enfin, disons que l'occasion de l'utiliser s'est pas encore présentée, mais je sais qu'à un moment donné, ça va me servir et le truc avec les plantes aussi, c'est que, quand tu travailles avec ton territoire, faut aussi prendre en compte les saisons. Dans le sens où, du myosotis, bah, j'en ai pas non plus, c'est une toute, toute petite fleur, donc j'en ai pas, 150 grammes non plus. Mais, je me dis: «Voilà, là, je l'ai récolté, je l'ai stocké. Je sais qu'à un moment donné, ça va me servir, je sais pas encore exactement quand et pourquoi». Mais, en hiver, par exemple, j'en aurais pas du myosotis, je pourrais pas Mmh. le récolter. Donc il y a aussi ce truc de se dire, de fonctionner avec les saisons et de se dire: «Est-ce que, je prends et je stocke au cas où?» parce que je peux pas stocker, toute la forêt qu'il y a derrière chez moi non plus, ça me paraît compliqué. Mais voilà, il y a ce truc à prendre en compte, de se dire: «Il faut que je prenne ce qui pourrait m'être nécessaire et ce qui pourrait être intéressant à ma pratique». Mais il faut aussi enfin, il faut pas non plus que je prenne tout et n'importe quoi, en me disant: «Au cas où, on sait jamais», parce que sinon je vais me retrouver avec, des millions de plantes, et je saurais même plus, où les mettre. Non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, ça résonne un peu, ce que tu dis parce que, je me rends compte maintenant que en fait, la magie des plantes, je l'intègre, de plus en plus. Mais avant, moi, je pratiquais beaucoup plus avec, tu sais, des plantes séchées, de la lavande, enfin des plantes vraiment séchées et pour le moment, je pratique de plus en plus avec des fleurs qui viennent directement, de du jardin, des choses comme ça. Je trouve que les énergies sont tellement différentes et c'est un truc dont on fait Mmh pas mh. enfin, on n'a pas beaucoup entendu parler, tu vois? Par exemple, pratiquer avec des coquelicots ou avec, des tournesols. Enfin, c'est des énergies, Ouais. on va dire que les plantes sont pas «endormies» entre gros guillemets comme elles pourraient l'être, quand elles Bah, sont c'est sûr séchées. que, bah, elles sont plus vivaces, mais après à partir du moment où tu coupes la plante, bah, tu l'as quand même, arrachée aux racines donc la plante elle est Ouais, plus, elle a ses vertus, elle a son énergie, mais c'est comme si toi on te coupait un bras, tu vois? ouais, c'est vrai Tu que tu juste ton bras ce n'est pas toi, c'est ouais. pas ton entité, c'est pas ta et voilà donc ça effectivement à partir du moment où tu coupes la plante, Mmh. tu n'as qu'une infime partie de ce qu'elle peut de ce qu'elle est, en fait. C'est ça et puis, tu sais aussi faire avec, comme tu disais, avec ce qu'on a, chez soi. Moi, j'avais, proche de chez moi, vraiment, un mur de lierre, mais un mur de lierre et c'est une plante qui m'a toujours fascinée parce que je trouve que c'est magnifique. Le lierre, je trouve que c'est magnifique. C'est très médiéval comme ça. Bon, soit Ouais. et du coup, j'ai commencé à me renseigner là-dessus, quelles étaient les vertus du lierre, comment ça pouvait s'utiliser et cetera et puis tu te rends compte, en fait, qu'avoir du lierre chez soi, c'est génial parce que c'est très relié, à la protection donc Ouais. si tu arrives à faire un petit rituel autour, bah, tu as et il suffit qu'il y en ait sur ta maison, ça y est, tu as quasi allez, un mur de protection, on va dire. Ça peut aussi être utilisé, pour faire des lessives donc si tu arrives encore à faire un rituel autour de ta lessive, bah, tu peux te protéger en portant Mmh des mh. vêtements, tu vois? C'est quand même hyper intéressant, quoi. Ouais. Oui, tu peux vraiment combiner, plein, plein de choses. Moi, le lierre, c'est une plante qui me parlait énormément aussi. À Mmh. un moment donné, j'avais un lierre pour la protection, justement.
Donc un lierre vraiment en pot, dans ma chambre et il a été effectif et le jour où il a été effectif, c'était pas pour moi, mais le lendemain, il était séché complètement. C'est C'est un truc fou, de hein, fou. Ouais. c'est fou. En plus, le lierre, ça tient bien, hein. Moi, ça a jamais tenu. Autant sur les maisons, enfin dehors, oui, mais autant dans ma chambre, jamais tenu. Ouais, Bah, pourtant enfin, c'est ça qui est marrant, c'est que moi je l'ai tenu mais 2-3 ans ce lierre c'est fou. et je suis partie en vacances en fait et donc je l'avais mis, chez ma grand-mère et il avait déjà été chez ma grand-mère, hein, c'est pas un problème et la protection du coup, ma grand-mère par et ouais, complètement séché. C'est fou. Et après, tu l'as remis à la nature ou tu l'as gardé, en souvenir? Bah, vu qu'il était complètement séché, je l'ai redéposé, voilà, un peu dans le compost en me disant: «Bah, il va nourrir, le cycle, de la nature, quoi». Parce que, Ouais. bah, la mort fait, enfin, de manière générale, hein, elle fait partie de la vie, mais ça fait aussi partie des plantes et bah, comme je disais, le fait que quand tu coupes une plante, ben, c'est quelque chose est qui est mort, quoi, tu vois? Enfin Mmh. et donc oui, le fait d'avoir des plantes qui meurent, même des plantes en pot que tu as des choses, que tu as chez toi, ça fait partie du processus aussi. C'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que moi, j'ai pas la main verte. Ce qui fait que les plantes en pot, j'ai arrêté parce qu'à chaque fois que j'en avais une chez moi, je sais pas comment je faisais, mais elles Mmh. mouraient. Je me suis dit: «Je vais arrêter le massacre». Donc j'essaie de prendre, ce qu'il y a dehors, ce qui pousse, naturellement, quoi. Ouais. Bah, moi, c'est marrant parce que autant je prends pas, tellement soin que ça de mes plantes, dans le sens où j'ai mon meilleur pote, il est hyper, axé sur les plantes, enfin, il sait exactement ce qu'il faut, quand il faut et tout, enfin, c'est un truc de fou. Que moi, c'est un peu au feeling, quoi, donc je la regarde, je me dis: «Ah, peut-être je vais l'arroser quand même, au cas où, on sait jamais». Ça fonctionne très bien comme ça. Heu, pas toujours, parce que, ben, j'ai quand même des plantes, hein, qui sont mortes, au bout voilà, qui ont eu des maladies, c'est des trucs qui arrivent, mais globalement, ça se passe bien. Purée, tu de la chance. Moi, j'ai tendance à trop arroser, mais parce que je pense que, tu sais, je me dis: «Waouh, trop bien une petite plante» et hop, hop, j'arrose en me disant, «Au moins je fais un truc». Et ça aussi avec les plantes, faut apprendre à lâcher prise, à laisser la vie se faire et on revient à ce qu'on disait là tantôt, Mmh. moi, faut que je fasse des trucs, quoi. Faut que j'arrose, faut que je pimpe, faut que je Ouais. enfin bref. Ouais, ça c'est un truc, c'est parce que je dois éternuer, ça va venir bientôt. Hem, j'arrive pas, c'est horrible. Attends, je vais me moucher, on verra si ça passe. Donc, moi j'ai des plantes que voilà, qui ont besoin d'être arrosées, tous les jours, voire tous les 2 jours, qui adorent l'eau et j'ai des plantes, je vais les arroser une fois par mois peut-être, même des fois, tous les 2 mois et c'est un truc que ma grand-mère m'expliquait et je sais pas pourquoi ça a fait écho, tu m'as expliqué ça. C'est que ma grand-mère, elle adore les orchidées. Elle a plein d'orchidées, et vraiment elles sont magnifiques et moi, c'est un truc que j'ai jamais testé, les orchidées, parce qu'il paraît vraiment c'est soit tu as la main orchidée, soit tu ne l'as pas et donc Entends je lui demandais: «Mais comment est-ce que tu fais pour qu'elle soit, si belle?» parce qu'on parle pas d'une orchidée qui te fait 2-3 fleurs, non, on parle d'une orchidée qui te fait, presque 10 fleurs, enfin c'est un truc de fou et elle me dit: «Oh bah, puis, quand elles ont fini de faire des fleurs, ben, je les mets dans une pièce et je les oublie pendant 2 mois». Voilà. allez, Et donc parce qu'en fait, c'est une plante qui a besoin si j'ai bien compris en tout cas, de se reposer et elle me dit: «Voilà, des années elles font des fleurs, il y a des années, bah, des fois elles en font pas et voilà, c'est comme ça, c'est la nature, quoi et c'est pas parce que ta plante n'a pas fait une fleur, pendant 1 an que c'est terminé, en fait, parce que ça peut reprendre à n'importe quel moment». mais tu sais, il y a, je sais pas si tu vois ce que c'est, les je pense que ça s'appelle des fleurs de Jéricho ou Là, comme ça me dit rien. c'est, des fleurs qui enfin, c'est pas vraiment des fleurs, ça ressemble un peu à une racine qui pousse dans le désert et en fait enfin, ça pousse, ouais, ça pousse dans le désert et en fait, avec le vent, la racine part et en fait, c'est une fleur séchée. Sauf qu'on OK. peut croire qu'elle est morte et dès que tu la remets dans de l'eau chaude, en 30 minutes, elle reprend vie et donc ça a des énergies, enfin, ça peut être très pratique pour l'abondance et cetera et c'est très Mmh. utilisé aussi, pour la fertilité. Donc OK, ouais. c'est hyper intéressant parce que tu vois vraiment le cycle, quoi. Tu penses que c'est mort, hein, c'est hyper sec comme truc. Tu remets dans l'eau et hop et tu peux l'utiliser comme ça indéfiniment parce que cette plante ne meurt jamais, quoi. C'est hyper intéressant. Ouais, ouais. Puis, enfin, les plantes, elles sont quand même, enfin, c'est quand même vachement plus badass que nous,
Bah, nous, à côté des plantes, on sert à rien, tu vois? Ah ouais, c'est sûr, c'est Mais oui, sûr. elles ont des systèmes qui sont, vraiment, fascinants, quoi. Mmh. Ouais et puis même des énergies hyper puissantes parce que, tu Ouais. vois, les gens se moquent, à se dire: «Ah oui, elle fait des câlins aux arbres». Alors oui, j'assume haut et fort, ça m'arrive, mais quand tu ressens l'énergie d'un arbre, tu vois, déjà, c'est hyper ancré, donc ça te permet de Mmh. t'ancrer aussi et puis, c'est hyper, genre, tu ressens vraiment l'énergie de l'arbre et quand tu te rends compte qu'il y a des arbres qui ont, des correspondances, enfin, depuis, des milliers d'années, tu te rends compte que la nature, c'est hyper puissant par rapport à ce qu'on imagine et en plus, dans notre société actuelle où on se déconnecte de plus en plus de la nature, je trouve que c'est encore plus intéressant et plus important de dire que, vous pouvez faire de la sorcellerie ou alimenter votre croyance. Rien qu'en allant dans la nature, vous pouvez faire des dingueries, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord, enfin, bon, déjà, faites des câlins aux arbres, je pense que si tout le monde faisait des câlins aux arbres, le monde irait mieux, ça, C'est c'est vrai. sûr. Et ouais, non, je comprends totalement. Moi, j'ai ce truc, bon, je fais des câlins aux arbres aussi, bien évidemment, mais moi, j'ai ce truc de, je suis amoureuse de la montagne, mais du Mmh. du genre, quand je vois une montagne, j'ai envie de lui faire un câlin. Alors c'est un peu plus compliqué de faire un câlin à une montagne qu'à un arbre, ça je le conçois bien, mais j'ai vraiment ce truc de waouh, quoi, tu vois? J'en ai presque les larmes aux yeux et je me dis: «Mais c'est incroyable» et c'est Ouais. très, ouais, c'est très puissant, en fait, comme énergie. Moi, j'ai ça, Vraiment. mais avec, la mer. En fait, je suis très reliée à l'énergie. Pourtant, j'ai une petite, thalassophobie qui fait que, c'est compliqué. Mais, c'est un truc je trouve ça fascinant, la mer. Comme toi, du coup, avec la montagne, je pense. Ah sorry, je me mouchais. Pas de souci. Mais oui, moi la mer par contre, par exemple, c'est quelque chose qui, en fait, on n'en voit pas le bout et moi la enfin j'adore la mer, hein, c'est très beau et cetera, c'est très relaxant, mais Mmh. j'ai quand même un espèce de vertige, c'est marrant, hein, de vertige vis-à-vis de la mer, que j'ai pas du tout à la montagne, hein, ça y a pas de problème. Mais à la mer, c'est ouais, je suis moins, connectée aux énergies de la mer quand même. Mais je trouve que l'énergie de la mer et surtout l'énergie de l'eau, je trouve que c'est hyper important parce que c'est un peu en parallèle du fait de lâcher prise, tu vois? Comme tu dis, à la mer, tu vois pas le Ouais, fond et ça doit être puis, ça. enfin moi j'ai vraiment une grosse thalassophobie qui fait que si je vois pas ce qu'il y a en dessous de mes pieds, si je en plus j'avais peur des poissons, donc si je vois les poissons, c'est horrible, mais, ça me permet de travailler vraiment sur mon lâcher prise, sur le maintenant, de toute façon, tu peux rien faire, donc tu es obligé Mmh de mh. lâcher prise et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant. Ça et puis je suis aussi très reliée à l'énergie de la terre, toujours dans une dualité constante, étant Mmh. donné que l'énergie de la terre, c'est l'ancrage, c'est le fait de contrôler un peu plus, tu vois? Mmh. Ouais, totalement. Donc non mais je suis une dualité, constante, c'est grave, mais bon. Mais toi, tu plus reliée du coup à l'énergie de la terre, non? Si tu aimes bien la montagne Heu, oui, il ou y a de de l'air ça. peut-être? Bon, après de manière, générale, ben, je suis très, enfin, de mon côté personnel, c'est très, très feu, en ce qui me Ah concerne. ouais? Après, j'ai beaucoup, oui, quand même, ben, l'énergie de l'air. Mmh mh. Enfin, l'énergie de l'air, techniquement, prône même sur celle du feu, parce que, ben, je suis quelqu'un, voilà, qui intellectualise énormément, puis dans la création, beaucoup aussi. Mmh. L'énergie de la terre, oui. Et non, dans le sens où, il y a quand même un côté très structurant et plus sage avec les énergies de la terre. Alors c'est vrai que maintenant je suis de plus en plus structurée, mais c'était pas le cas au début parce que j'ai tendance à beaucoup m'éparpiller, enfin les énergies de l'air quoi. Heu, Où aujourd'hui oui, j'ai quand même beaucoup plus de structure et beaucoup plus d'ancrage. C'est un truc que Seth m'a notamment apporté. Heu et viennent enfin les énergies de l'eau qui sont les énergies, ben, forcément qui m'apaisent le plus, mais c'est ce que moi j'ai le moins en tout cas, dans dans ce que je suis, dans ma personne. Mmh. Mais voilà, c'est vraiment les énergies vers lesquelles je vais c'est des énergies en fait que j'ai pas naturellement et que je suis obligée de cultiver en fait. Je vois et au niveau de la magie, enfin de la magie, des énergies du feu, est-ce que tu as, des petits trucs que tu fais qui te permettent de te relier, à l'énergie du feu? Et puis
Comment tu ressens, en fait, ces énergies? Parce que pour moi, la magie du feu, c'est très, comment dire? C'est très, du tac au tac, des trucs un peu imprévisibles, tu vois? Ouais, bah, le feu est effectivement très imprévisible, mais le feu, c'est aussi tout ce qui va être de l'ordre, bah, beaucoup de la passion, C'est vrai. d'aimer, beaucoup de courage et il y a aussi quand même un truc de sagesse dans le feu où, il faut en fait savoir, allumer son feu là où il y a pas de risque et là où il faut, en fait. Mmh. Donc c'est-à-dire que, enfin là, c'est tout ce truc de chaleur parce qu'en fait, si tu regardes les autres éléments, sans le feu, il y a pas de notion de chaleur. C'est vrai. Donc c'est très, la vitalité aussi beaucoup. Donc moi dans le sport, c'est une énergie que je retrouve énormément, celle du feu, qui va me permettre parce que je suis quelqu'un de très, très nerveux, très angoissé de base, et voilà, c'est apprendre aussi à gérer ce côté nerveux et ce côté hyper combatif, pour pas s'épuiser parce qu'en fait, si on brûle toutes ses ressources d'un coup, bah, voilà, on se brûle les ailes et on finit épuisé. Donc moi le feu, bah, dans ma pratique, bah, tout ce qui va être la le fait d'allumer des bougies et cetera, forcément. Je crame beaucoup de trucs. J'adore cramer des trucs, c'est génial. Mon père et mon frère aiment moins ça. Heu, J'aime bien aussi tout ce qui va être, enfin il y a des plantes aussi, tu vois, liées au soleil, des choses comme ça. Moi je suis quelqu'un qui adore le soleil, j'ai besoin tout le temps de m'exposer et bah, ici il y en a pas trop, enfin pour le moment aujourd'hui ça va, mais globalement c'est que-ci que-ça pour le moment et vraiment le manque de soleil, c'est quelque chose que je ressens énormément. Voilà, je suis quelqu'un de l'été, je suis quelqu'un de très solaire, j'ai envie de partager, j'ai envie d'être chaleureuse, j'ai envie de puis de montrer mon courage aussi, toujours J'ai faire plus l'impression que c'est une notion qui est très présente chez toi, le fait du courage, de la persévérance, le fait d'avancer même si, tu vois, pas d'avancer tête baissée parce que je pense que tu es réfléchi quand même, mais de rentrer dans le tas quoi, d'y aller, et même, même si ça va pas, même que c'est compliqué, d'aller jusqu'au bout de ce que tu veux faire et je trouve que c'est hyper intéressant comme, comme énergie et comme, ouais. enfin Bah, alors voilà. c'est difficile parce que oui, effectivement, bah, je suis quelqu'un, voilà, qui m'accroche beaucoup, qui vais toujours essayer, quitte même à forcer ou à me forcer à faire des trucs que j'ai pas envie de faire parce que je me dis: «À la fin du compte, ça va fonctionner». Parce que des fois non. Mais ouais, il faut beh, ça revient toujours à la notion de lâcher prise, c'est que, ouais, je suis quelqu'un qui abandonne pas facilement et j'ai tendance vraiment à tirer sur la corde jusqu'au moment où vraiment, c'est possible, en fait. Mmh. Mais, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Mais pareil, mais vraiment pareil et tu vas, forcer, forcer, forcer jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais il y a un petit côté toxique à ça, c'est que tu te dis, «De toute façon, ça peut que bien aller parce que si j'arrive à faire ce que je fais, enfin si j'arrive à aller jusqu'au bout, ça peut que bien fonctionner». Mais des fois, bah, il y a des aléas de la vie qui font que, bah, même si tu veux fais ce que tu veux, ça se passera pas comme tu le sens, tu vois? Bah, C'est c'est ça. dur, hein. Parfois, il faut savoir aussi, oui, bah, abandonner, au moment où il faut abandonner. C'est comme, par exemple, YouTube, en fait. J'ai toujours voulu, perpétuer, à mort sur YouTube et vraiment j'ai donné beaucoup, 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 beaucoup d'énergie jusqu'au moment où en fait juste c'était plus possible quoi. Je me suis vraiment retrouvée face à un mur, à me dire: «Mais si tu continues comme ça n'ira jamais. Tu vas juste t'épuiser pour rien» et c'est là que j'ai dû prendre la décision de passer, et de me rémunérer parce qu'en fait, je pouvais pas continuer comme ça tout simplement. Et Ouais et en ouais, c'est plus, le parfait exemple de, si j'avais commencé plus tôt et si j'avais vu une perspective autre parce qu'en fait, j'ai pas abandonné, j'ai juste changé, j'ai transformé, la chose. mmh. Mais c'est vrai que moi, dès que ça sort un peu du chemin de ce que je voulais faire de base, et ça, du coup, c'est des énergies plutôt, ouais, de terre et cetera, c'est que je vais me dire: «Ah bah non, du coup, j'ai raté». Alors que bah non, en fait, c'est juste tu as pris un chemin différent pour, t'apporter au final quasi la même chose. C'est juste que tu as dû te transformer. Voire même mieux. Je sais que moi j'avais,
Dans mes études, ça a toujours été, plus que compliqué, tu vois? Mais je pense que, moi, je pense que l'univers te met sur le chemin où tu dois aller et j'en ai fait vraiment les preuves sur mes études. Ça a été extrêmement compliqué et puis même si je me disais: «Tu vas avancer et tout», tu vois? À un moment, tu as fait une trajectoire et ce truc de se dire: «Ah, j'ai raté», alors que en soi, tu as pas raté, tu as juste dévié pour aller à un but qui est même meilleur, tu vois? Mais c'est Ouais, difficile de tu le fais avec c'est du difficile recul, tu vois? d'accepter. Ouais, ouais, c'est difficile d'accepter des fois de juste vivre les choses, comme elles viennent. C'est ça, ça. Et est-ce que tu comptes, un jour peut-être, hein, refaire, des vidéos enfin reprendre YouTube ou tu penses que tu as fait ton temps? Ah non, non, YouTube, je continue, mais voilà, comme je dis tout début, c'est que, YouTube, ça doit rester un truc que je fais de temps en temps pour mon plaisir. Et Mmh. donc, oui, bah, là, j'ai ce dimanche, j'ai une vidéo qui sort normalement, voilà, c'est un truc que j'ai fait, parce que j'avais envie, parce que ça me fait plaisir et parce que j'avais le temps aussi. Donc, Mmh. mais c'est plus ma priorité comme ça a pu l'être, c'est sûr. Ouais. Mais les gens ont tendance à dire: «Ah, elles sont sur les réseaux sociaux, elles doivent super bien gagner leur vie». Toutes les fois on m'a traité de: «Ouais, Et tu essaies oui. de nous vendre des trucs», alors que ça rapporte rien du tout, en vrai. Ça Bah, rapporte non, zéro moi chose. clairement, bah, déjà tout ce qui va être, partenariat et cetera, bah, 1 je suis pas rémunérée, voilà, point. Donc les partenariats quand je les fais, c'est que ce sont des choses qui me plaisent. C'est déjà arrivé que je reçoive des trucs et que je me dise: «Ouh là, c'est pas ouf, j'en Mmh. parle pas». Bon alors là, bah, les créateurs ils sont pas contents mais en même temps, bah, en fait je t'explique, quand tu fais un truc uniquement pour vendre et qui a aucune qualité, ça se voit en fait. Donc non, moi je vais pas Mmh. vendre ça, c'est hors de question. Le nombre de livres que j'ai reçus qui entraient pas du tout en fait dans ma manière de fonctionner, que j'ai pas présenté, ben ouais, il y en a et et je me martèle pas avec ça parce que je me dis, alors oui, peut-être qu'ils ont perdu un exemplaire de leur vie de livre, sauf que, ben, en attendant, bah, ils m'ont jamais payé, ils m'ont jamais, rémunérée pour que je le présente. Donc moi, je le présenterai uniquement si ça me parle et si ça me plaît et si j'y trouve un intérêt. Ouais. Et puis, penser que déjà YouTube est en train de mourir, hein, concrètement, il y a de moins en moins de créateurs, il y a de moins en moins de contenu et il y a de plus en plus de pubs et pour moi, c'est clairement et il faut savoir aussi que malgré qu'ils augmentent les pubs, ça veut pas dire que les créateurs, gagnent plus d'argent. Pas du tout, hein. Moi, je suis en chute libre sur YouTube depuis, ben, des mois et des mois et des mois. Sachant que je gagnais déjà maximum 50 € par mois grâce à YouTube, voilà, tu veux faire quoi avec 50 € par mois? Pas grand-chose. Ouais. Et ça a été vraiment quand j'étais à mon max, quoi, hein, donc je parle de ça, c'est, il y a peut-être, 2 ans. Mmh. Parce que c'est plus le cas. Moi, je gagne quasiment plus rien, YouTube à l'heure actuelle, mais ben, j'ai trouvé mon gagne-pain ailleurs. Voilà, c'est pas grave. Non, mais même c'est tant mieux pour toi parce que quand Mmh enfin, mh. les gens se rendent pas compte, tu sais, du travail que ça prend, de l'implication et puis même si c'est pas du travail matériel en soi, le travail, intellectuel qui se trouve derrière, faire les recherches, imaginer la vidéo, c'est un temps mais monstre et puis même, Mmh. tu vois, pour du contenu un petit peu plus court, faut faire les recherches. Enfin, c'est les gens se rendent pas compte, et dès que tu es sur les réseaux sociaux, que tu as un peu d'abonnés, c'est: «Ah, elle gagne sa vie, influenceuse». Non, Influenceuse de quoi? vraiment, non. Non, c'est Faut dingue, c'est dingue. c'est on n'est pas payé, en fait. Non. Non. Et en plus, on est dans un domaine qui est assez controversé, tu vois? Donc il y a pas non plus des marques qui vont venir nous dire: «Ah, tu veux bien promouvoir ça?» Enfin, on est dans C'est le ça, domaine ésotérique. ça reste un domaine de niche, hein, quand même, l'air de rien. C'est ça, c'est ça. Alors sauf si tu as percé sur une vidéo et que tu as pris, 1 000 d'abonnés, OK, mais sinon, il y a aucune marque qui va vouloir collaborer enfin aucune, j'abuse, mais il y a très peu de marques qui vont vouloir, s'associer à une image, un petit peu ésotérique et à moins d'aller, faire, enfin aller démarcher dans des boutiques éso qui ont en général, déjà leur public, enfin c'est Mmh hyper mh. chaud, hein, comme, enfin l'influence dans le domaine ésotérique, je sais même pas si ça existe vraiment honnêtement, quoi. Bah, non, je pense pas, hein, franchement, Mais c'est dur, mais mmh bon, mh. on est là, hein, on est là. Ouais.
Mais écoute, pour clôturer le podcast, est-ce que tu aurais des petits witch tips à partager à nos auditeurs par hasard? Mmh, des witch tips, alors là, comme ça, compliqué. Moi, je dirais enfin, si je devais, donner un conseil vraiment, c'est rester curieux, c'est, faites-vous confiance avant de faire confiance aux autres déjà. Mmh. C'est, vous êtes légitime, voilà, pour peu que enfin, si vous vous intéressez, en général, c'est que votre démarche est authentique et si vous êtes authentique, ben, vous êtes légitime. Heu, ouais et sortez du schéma, classique de, j'achète, je jette. Parce que la sorcellerie, c'est pas ça. Voilà. Merci beaucoup, c'était un très beau mot de la fin en tout cas. Bah, écoute, je suis contente, ça t'a fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. Bah, avec grand Donc, plaisir. C'est la fin de ce petit épisode de podcast qui aura duré 2 heures de pur plaisir et de pur bonheur. Soit. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me repartager sur tes réseaux sociaux ou à partager le podcast, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir quand vous me montrez votre soutien et quand vous repartagez en story, c'est toujours pépite. Voilà. Si tu souhaites retrouver Twig ou moi, il y a tout est en barre d'infos. Pareil pour les livres qui ont été mentionnés. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne fin de semaine. Je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes ce podcast. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!